Qui, parmi vous, n'a jamais été confronté à un problème de design d'application? Quand je suis arrivé chez Open Classrooms en 2012, Open Classrooms ne s'appelait pas Open Classrooms, mais le site du zéro. Et l'équipe en place travaillait depuis un an environ sur une nouvelle version qui avait le nom original de V4. V4 parce qu'il y avait une V1, une V2, une V3, plusieurs V3, et enfin cette V4. Elle avait pour objectif de régler beaucoup de problèmes de productivité, de gestion du changement. Et lorsque c'est parti en prod, ça ne s'est pas très bien passé, mais les principaux problèmes sont arrivés plus tard quand, au gré des modifications, les mêmes problèmes que cette V4 était censée changer sont apparus à nouveau. Ces problèmes sont de 4 types. Il y a la rigidité, c'est-à-dire la difficulté de faire des changements, la fragilité, ou comment la correction d'un bug ici peut entraîner un bug de l'autre côté de l'application, l'immobilité, la difficulté de réutiliser du code à un autre endroit dans l'application, et enfin un terme que j'aime particulièrement, qui est la viscosité. La viscosité, par exemple, c'est tout ce qu'il y a autour de l'environnement de développement. C'est la difficulté de faire les choses bien plutôt que de faire un hack. C'est tout l'environnement de test où les tests peuvent prendre beaucoup de temps. Il faut savoir que sur cette V4, les tests s'exécutaient en 28 minutes et l'environnement d'intégration continue était plus gros que l'environnement de prod. Alors, ces problèmes du design, vous êtes sans doute confrontés et on en discute souvent dans les équipes et il y a plusieurs façons de l'aborder. Soit on se dit c'est la fatalité et le cycle de vie d'une application, c'est de refaire cette application tous les 2-3 ans. Et cette posture-là est assez dangereuse parce que une refonte, c'est aussi un échec. C'est l'échec de ne pas réussir à avoir fait un design cohérent. C'est se dire que pendant 6 mois, 1 an, on ne va pas apporter de valeur au business. Et la posture que nous avons cherché à avoir chez Open Classroom, c'était de, dans un premier temps, balayer tous les designs applicatifs pour savoir s'il y en avait un qui ne pouvait pas être plus pérenne. Avec cette idée en tête qu'un bon design est un design qui favorise le changement. Alors, ce que je vous propose, c'est de voir déjà quelques designs applicatifs les plus connus, voir pourquoi nous, on a choisi la clean architecture. Mais pour pouvoir évaluer ce design-là, on va partir d'un cas d'étude. Alors, typiquement, comme cas d'étude, on pourrait prendre une to-do list, mais c'est un peu trop facile. Une to-do list, c'est généralement un crude, et en fait, tous les designs s'en sortent bien. Donc, je vous propose un cas d'étude un peu plus compliqué, qui est la gestion d'un tableau agile. Dans un tableau agile, vous avez des tâches et des sprints, et on va se focaliser sur la fermeture d'un sprint. Et cette fermeture entraînerait la génération d'un rapport de sprint. Elle peut être faite de 2 façons, soit manuelle par l'utilisateur via une interface web, soit par une API, ou de façon automatique, c'est un cas un petit peu différent, c'est mon sprint a une date de fin et il va se fermer automatiquement. Un petit peu d'UML, 2 acteurs, un utilisateur qui peut fermer un sprint particulier, et le système qui peut fermer le sprint à l'heure donnée à la base. Le scénario, c'est quoi? C'est on récupère un sprint. Pour toutes les tâches dont le statut est done, on ferme la tâche, c'est-à-dire on met un statut à close, on met une date de fermeture. On met une date de fermeture au sprint, on sort toutes les tâches qui n'étaient pas à done du sprint et on génère un rapport de sprint. Toujours de l'UML. Et il est important maintenant de définir 2-3 mots de vocabulaire. Le premier, c'est ce qu'on appelle les règles métiers. Les règles métiers, c'est le comportement qui est généralement lié à une entité qui serait disponible dans toute l'application. Par exemple, dans notre cas présent, on a une règle métier sur les tâches, ce qui est que quand je ferme une tâche, le statut est à close et la date de fermeture de cette tâche est ajoutée. Et sur le sprint, on a une autre règle métier qui est que quand je ferme le sprint, toutes les tâches du sprint quand le statut donne, je les ferme, j'ajoute la date de fin de sprint et je sors toutes les tâches de ce sprint.
Un autre mot de vocabulaire qui est important, c'est les règles applicatives. C'est plus un ensemble de fonctionnalités ou une fonctionnalité qui est liée à un contexte donné. Par exemple, récupérer un sprint, fermer un sprint d'ordre général, ou récupérer les données nécessaires au rapport de sprint. Pour résumer notre cas d'étude, qui va nous suivre sur tous les designs, il y a 3 actions. 2 actions manuelles, une via le web, une via l'API, et une via une commande, un cron, à la fin de chaque sprint. On a 2 règles applicatives qui est fermer un sprint qui comprend récupérer le sprint et générer le rapport, et fermer le sprint courant. Enfin, 2 règles métiers, une sur les tâches, fermer la tâche, et une autre sur le sprint, fermer le sprint. Pour pouvoir évaluer correctement nos designs, on va avoir un critère principal, c'est quelle est sa capacité à gérer le changement, et 4 enjeux. La gestion des règles métiers, la gestion des règles applicatives, le couplage entre le domaine et la vue, et le couplage avec l'infrastructure, c'est-à-dire la base de données, le framework, par exemple. Si vous êtes prêts, on peut commencer avec le premier qui est le plus connu, qui est le MVC. Le MVC a son origine dans les années 70 chez Xerox par une personne dont je ne citerai pas le nom parce que c'est un peu trop compliqué pour moi de le dire. Et à la base, c'est un pattern UI. Son objectif, c'était de séparer les données du traitement de la présentation. Ça ressemble à ça. C'est assez connu. On a une vue, un modèle qui contient de la donnée que la vue va pouvoir présenter ou que le contrôleur va remplir suite à une interaction utilisateur. C'est un très bon pattern pour tout ce qui est interface graphique, et c'est peut-être parce que c'est un très bon pattern que, par extension, les gens l'ont utilisé aussi pour du design d'application globale. En Symfony, la couche modèle est généralement représentée aussi par un repository doctrine et une entité. Regardons un petit peu ce qu'on a dans ce modèle et dans ces entités. Si on prend le sprint, c'est un popo, ce qu'on appelle un plain old PHP object, des champs, des getters et setters, et c'est tout. On a notre repository doctrine, avec les méthodes pour récupérer les bons sprints. Mais l'essentiel se joue dans le contrôleur. Alors regardons un peu plus près ce contrôleur qui est assez conséquent. Qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a une partie d'accès aux données avec la récupération de doctrine pour récupérer le repository et le sprint. Doctrine aussi à la fin pour flusher les transactions. On a une partie règles applicatives de savoir si le sprint existe et de préparer les données pour le rapport. Des règles métiers, c'est-à-dire toutes celles que j'évoquais tout à l'heure. On va itérer sur toutes les issues du sprint, changer les statuts via les getters et les setters. Et une partie aussi présentation. Là, nous avons vu le contrôleur web. Et si on est stricto sensu dans le cadre du MVC, il va falloir répliquer tout ça aussi pour l'API, parce que la présentation sera un petit peu différente. On va renvoyer une réponse JSON, et aussi dans la commande. Pour résumer le MVC, c'est un avantage certain, c'est que c'est très simple. Et c'est très documenté. Le dernier point, c'est que c'est totalement compatible avec Symfony. Malheureusement, il n'y a aucune gestion des règles métiers, ni des règles applicatives. Il n'y a pas de séparation entre le domaine et la vue, c'est-à-dire que c'est l'entité qui est envoyée à la vue, et si je modifie l'entité, je suis obligé de modifier ma vue. Et j'ai un couplage fort avec l'infrastructure, on l'a vu, je suis obligé de récupérer doctrine. Donc si on lui donne un indice de changement, le MVC est mauvais. Le deuxième design, c'est celui qu'on appelle Service Layer, popularisé dans les années 90, particulièrement dans les applications de gestion et particulièrement dans l'univers Java. L'objectif, c'était de créer une application complexe et de créer des indépendances entre la couche présentation, la logique du domaine et l'accès aux données. Le principe, on sépare en couches.
Ça ressemble à ça. On a une couche présentation, une couche business service, on met toute la logique du domaine, et une couche data d'accès aux données. Sur Symfony, la couche business logique, c'est les services, et la couche d'accès aux data est partagée entre repository et entité. Sur le data layer, plusieurs philosophies, mais généralement, on reste un petit peu comme le MVC, toujours une popo, le repository doctrine, mais on a une nouvelle couche désormais, une nouvelle classe qui est un service. On pourrait l'appeler sprint service. Et c'est là où on va rajouter finalement le fait de récupérer la donnée, donc de l'accès à la donnée, pardon. On va avoir quelques règles applicatives, comme justement fournir les données pour le rapport, des règles métiers autour des tâches et des règles métiers autour des sprints. Le contrôleur, néanmoins, est beaucoup plus simple. On appelle ce service-là, on prépare la vue, et ainsi, le couplage est moins fort sur les règles métiers dans les différents contrôleurs et la commande qu'on a pour notre application. Pour résumer Service Layer, on a ajouté une séparation entre la présentation et la logique du domaine, ainsi que les données, pardon. C'est documenté, il y a eu beaucoup d'applications de gestion qui utilisent ce mécanisme-là, et toujours totalement compatible avec Symfony. Malheureusement, on a pu le voir, on a un couplage entre les différentes règles métiers, c'est-à-dire les règles métiers des tâches et des sprints, mais aussi entre les règles métiers et les règles applicatives. Et enfin, on conserve un couplage fort avec l'infrastructure, on est toujours dépendant de doctrine, et toujours pas de séparation entre le domaine et la vue. L'indice de changement est cependant meilleur, on va lui dire qu'il est moyen. Un troisième design qui est apparu en 2004 et qui est très intéressant, c'est ce qu'on appelle le Domain Driven Design. C'est Eric Evans, dans son livre éponyme en 2004, qui pose les bases de ce design, avec pour objectif de séparer d'autant plus le framework, l'UI, la base de données, et d'avoir une application testable. Le principe, c'est vraiment de mettre le domaine au cœur de l'application. Alors tout de suite, on a un petit peu plus de couches. Toujours une couche présentation, pardon. Mais on voit apparaître une nouvelle couche qui est la couche application, qui a en charge de gérer les règles applicatives. On a une couche domaine qui, elle, a en charge de gérer par contre les règles métiers, pardon. Et une nouvelle couche qui fait son apparition, qui est la couche infrastructure, pour permettre un meilleur découplage entre le métier et l'infrastructure. Avec le Domain Driven Design, il y a beaucoup d'autres principes qui apparaissent. Je ne rentrerai pas dans le détail, mais on peut parler de Value Object, de Repository, dans le sens Pattern Repository, d'AOP ou de CQRS. Comment ça se matérialise de façon schématique? Avec Symfony. Toujours nos contrôleurs et nos vues dans la couche présentation, mais un service dédié aux règles applicatives dans l'application. Dans le domaine, on a tout ce qui est autour des règles métiers, c'est-à-dire les entités, les value objects qui contiennent des références propres à toute l'application, un repository, un service. Une petite nuance quand même sur le repository qui est là plutôt comme une interface plus que comme une implémentation. L'implémentation se trouvera donc dans la couche infrastructure avec l'implémentation doctrine. Le gros changement qui apparaît, c'est surtout dans la gestion des entités. C'est notre entité tâche qui précédemment contenait que des getters et setters qui va fournir maintenant des méthodes métiers. On ne va pas demander le statut et vérifier si le statut est égal à done. On va faire isDone et peu importe l'implémentation, l'objet fournira à savoir si cette tâche est vraiment done. Pareil pour isClose, mais ce qui est intéressant, c'est la fonction close, où finalement toutes ces règles métiers qui avant étaient dispatchées dans les services ou dans le contrôleur se retrouvent dans cette entité. Ainsi, cette entité, peu importe où je l'appelle dans l'application, je pourrai toujours faire close et j'aurai toujours le même comportement. C'est pareil pour les sprints.
On a aussi des fonctions pour closer un sprint. Et dans cette couche du domaine, mon repository est devenu une interface. On a l'apparition de l'application layer, qui est un service dans lequel on va stocker nos règles applicatives. Et là, elles sont tout de suite moins nombreuses. On a le close d'un sprint en question où on récupère un sprint, on le ferme, on le met à jour et on renvoie les données pour le rapport. On utilise largement l'injection de dépendance et l'AOP pour gérer tout ce qui est un peu dépendant du framework ou de l'infrastructure, comme le contexte transactionnel. Enfin, la présentation layer ne change pas trop. On a juste besoin d'appeler notre service de l'application pour exécuter cette règle applicative. Une nouvelle couche est apparue, l'infrastructure layer, où dedans on va mettre tout ce qui est dépendant d'un framework. Dans notre cas présent, c'est essentiellement le repository Doctrine, qui va dépendre de l'entity repository de Doctrine, ce qui fait que ma couche domaine a une interface. Si un jour je veux mettre une API à la place de Doctrine, ou un call vers une API, toute ma couche domaine et toute ma couche application ne sera pas modifiée. J'ai oublié de préciser aussi que dans la couche présentation, Domain Driven Design souhaite fortement l'utilisation du pattern VueModel qui permet le découplage entre l'entité et un objet modèle à donner à la vue. Dans les points positifs du Domain Driven Design, la séparation est encore plus forte que dans le service layer et on a une séparation désormais de l'infrastructure. C'est compatible avec Symfony, mais il faut un peu de plomberie, particulièrement sur l'AOP. L'inconvénient, c'est qu'il y a beaucoup de classes, le coût de développement est d'autant plus élevé, et si on veut aller vraiment dans le détail, il n'y a pas de SRP dans la couche application. Le SRP, c'est le S de Solid, Single Responsibility Principle, et certains services de l'application, comme le Sprint Service, peuvent avoir plusieurs responsabilités, ce qui est un petit peu un frein au changement. Cependant, l'indice de changement est très bon. Le dernier design, et c'est celui qu'on a choisi de faire chez Open Classroom, c'est la Clean Architecture. La Clean Architecture a été popularisée par Robert Martin en 2008. Il est aussi connu sous le nom de Uncle Bob, et c'est à lui que l'on doit justement les principes solides. Les objectifs, c'est les mêmes que le Domain Driven Design, séparer le domaine de l'infrastructure, de la vue, du framework, de rendre cette application testable. Le principe, c'est toujours de mettre le domaine au centre de l'application, mais on rajoute 3 choses importantes. La communication entre toutes les couches se fait à travers des abstractions. On applique stricto sensu les principes solides. Et c'est une architecture qui souhaite révéler son intention, c'est-à-dire que si on regarde les fichiers, c'est censé nous dire ce que fait l'application. Qu'est-ce que la Clean Architecture? On a tout d'abord ce qu'on appelle un use case. Un use case, c'est une classe qui possède qu'une seule méthode et qui révèle l'intention de l'utilisateur. Si on revoit mon schéma UML précédent, c'était l'utilisateur veut fermer un sprint. Et on aurait un deuxième use case pour le système veut fermer le sprint prévu. Il a 2 dépendances vers les entités qui sont là désormais des classes abstraites et une entité gateway qui est une interface vers l'accès à la couche de données. Tout ça vit dans un monde qui s'appelle généralement Business Rules et qui n'a aucune dépendance avec l'infrastructure ou le framework. On a tout de suite après 2 implémentations, celui de la gateway qui sera notre repository Doctrine et l'implémentation d'une entité qui généralement est vide, mais parfois Doctrine nécessite quelques méthodes supplémentaires propres à son fonctionnement. C'est ici qu'on les mettra. On a toute une autre couche qui en amont s'occupait de faire les appels et de gérer la vue. Et ce qui est très fort, c'est qu'entre le domaine
et le contrôleur et la vue, on rajoute une très grande couche d'abstraction. Ça prend la forme d'une requête qui est un use case request, c'est-à-dire que quand je vais vouloir appeler un use case, je vais créer une requête avec des données et c'est ça que je vais passer au use case. Inversement, le use case en retour va me renvoyer une réponse de use case qui sera indépendante de l'entité ou de toute chose dépendante de l'infrastructure. On rajoute forcément des interfaces et quelque chose qui n'apparaît pas là, c'est que pour gérer correctement les abstractions, on a forcément des builders ou des factories qu'on injecte à différents endroits. Ce qui est très fort là-dedans, c'est la volonté de séparer tout le domaine du reste. L'entité a les mêmes principes que l'entité dans le domaine Driven Design, c'est-à-dire elle possède les règles métiers. La différence, c'est que c'est une classe abstraite, mais on peut mettre toutes les règles métiers dedans. Ce qui fait que mon implémentation est relativement vide. La gateway est aussi une interface et son implémentation un repository doctrine. Le use case est, lui, assez spécifique parce qu'en fait, c'est un pattern command. Donc, pattern command, c'est une méthode dans une classe qui s'appelle execute. Et dedans, comme le nom de la classe possède le nom du use case, il n'y a pas d'ambiguïté et on retrouve nos règles applicatives. On voit bien qu'il y a une use case request qui est passée en paramètre et c'est dans cet objet-là qu'on avait notre sprint ID. Et une grosse partie de ce use case, c'est aussi de créer une réponse totalement abstraite du domaine. L'interface de notre réponse en implémentation qui est un pur DTO, les champs sont même publics. Et le contrôleur a une petite nuance, c'est qu'il va forger une requête de use case, appeler ce use case-là, et à partir de la réponse, créer un objet viewModel et passer ce viewModel à la vue. Ce qu'on voit, c'est que l'abstraction est très très forte, que les principes solides sont respectés, y compris le SRP, où mon use case n'a qu'une seule responsabilité, que notre dossier use case, où on a tous nos use cases, révèle clairement son intention, c'est-à-dire qu'en voyant le nom d'un fichier ou d'une classe qui s'appelle closePrint, newsPrint, on voit exactement ce que fait l'application. C'est compatible avec Symfony, mais pour le coup avec beaucoup de plomberie. Et c'est là un des inconvénients, c'est qu'on a beaucoup de classes désormais, beaucoup de plomberie, le coût de développement est très élevé, et l'autre point qui est compliqué, c'est que la clean architecture est très peu documentée. Alors ça s'est un petit peu amélioré parce que Uncle Bob a sorti un livre qui s'appelle Clean Architecture il y a à peu près 2 mois. Néanmoins, il y a très peu de retours d'expérience. L'indice de changement, néanmoins, est excellent. Alors ça fait désormais 4 ans qu'on utilise la Clean Architecture chez Open Classrooms. On en est satisfait parce qu'on a pu supprimer justement tous les problèmes initiaux dont on a parlé. La rigidité, la fragilité, l'immobilité. Le périmètre des tests est devenu totalement adapté puisque en testant un use case, ça nous permet derrière de couvrir aussi toutes les règles applicatives et les règles métiers. Et là où on mettait 28 minutes avant pour tester l'application, en enlevant l'environnement de debug, on jouait à peu près 3 à 4 000 tests en une vingtaine de secondes. Le point aussi très positif, c'est l'orientation fonctionnelle de cette architecture. Les use cases se lisent presque comme des spécifications. Et toutes les bugs qui peuvent apparaître suite à des règles métiers sont très facilement identifiables. L'autre point, c'est que la productivité est devenue linéaire suite à cette grande aptitude du changement. Malheureusement, la courbe d'apprentissage a été longue et complexe, pas de documentation, très peu de développeurs qui ont l'habitude de l'utiliser, et surtout, c'est très très difficile de trouver des retours d'expérience et même du code. C'est l'essentiel du temps qu'on a passé à essayer de trouver des choses qui répondaient à des concepts qui étaient plutôt abstraits.
parce que l'essentiel de la littérature sur la clean architecture, c'est seulement le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. De plus, le code est quand même assez massif, une grande quantité de code à écrire, beaucoup de plomberie au départ, donc le coût pour arriver sur la clean architecture passe par de l'écriture de librairies pour aider à son développement, et un use case avec toutes ces couches d'abstraction entraîne aussi beaucoup de génération de classes. À la question, devez-vous utiliser la clean architecture? Je vous répondrai par l'évolution de la productivité en fonction des designs sur des applications. Le MVC va être très très rapide à mettre en œuvre et au début sans doute très très rapide pour ajouter des fonctionnalités, mais la productivité du fait de sa faible capacité à changer va dégrader au fur et à mesure du temps pour devenir quasiment impossible. Tous les autres designs ont une productivité plus ou moins linéaire. Donc la vraie question, à savoir si vous devez utiliser tel ou tel design, c'est plus celle du pragmatisme. Quelle est la taille de votre application et quelle durée de vie vous voulez lui donner? Si c'est pour faire une proof of concept, vous allez déjà mettre 2-3 mois juste pour implémenter les librairies de la clean architecture. Donc ce n'est pas forcément adapté. Et pour quelle durée de développement? Si c'est des applications petite pour un an, un événement, ou une application que vous souhaitez pérenne au cours du temps. Il faut savoir que les bonnes pratiques de refactoring vous permettent aussi de passer d'un design à l'autre. C'est exactement ce qui nous est arrivé. Quelques mots sur Symfony pour conclure. On a eu l'occasion d'utiliser Symfony depuis la version 2 jusqu'à la version actuelle. Et ce dont on se rend compte, c'est que Symfony est adapté à peu près tous les designs, du plus simple MVC aux architectures les plus avancées, parce que même s'il y a de la plomberie à faire, on a des outils et des composants, particulièrement l'injection de dépendance, qui nous permettent d'affiner ces problèmes-là. J'ai essayé de mettre la clean architecture sur d'autres langages, d'autres frameworks. Ça a été parfois impossible ou parfois très compliqué. Je pense notamment en Ruby ou en Swift, sur lequel on est aussi en clean architecture. L'autre point qui est intéressant sur la pérennité de vos applications, c'est que Symfony fournit aussi tout un tas de composants qui permettent de voir à long terme. Beaucoup de frameworks fournissent juste quelques briques utiles, comme le routing, au mieux l'injection de dépendance, et c'est même très rare. Symfony, dans le cadre d'une application que vous voulez faire durer, fournit aussi toutes les briques de sécurité, de traduction, de validation. Et un autre avantage, c'est que ces briques-là sont standardisées et maintenues par Symfony. Beaucoup d'autres frameworks dépendent de bundles ou de librairies tierces qui sont maintenues par quelques personnes. Si ces personnes s'en vont, il y a de grandes chances que votre application puisse à un moment rencontrer de gros problèmes. Et le dernier point, les versions de Symfony montent et la mécanique de version de Symfony, particulièrement depuis la 3 et la 4, sont particulièrement solides et permettent de voir à plus long terme. J'espère que cette présentation vous a permis de comprendre un petit peu mieux les designs applicatifs, pourquoi Open Classrooms utilise la clean architecture, que Symfony est adapté à tous ces designs et que quand vous rentrerez dans vos équipes, mardi sans doute, vous aurez des passionnantes conversations autour du design applicatif. Merci beaucoup. Bonjour. Ici. Bonjour. Je lisais il n'y a pas très longtemps un article sur le calendrier de l'AFSI, de l'Avent AFSI 2017. Sur les calendriers de l'Avent AFSI 2017. Ouais. Un article écrit par une personne dont j'ai oublié le nom, mais qui travaille chez Big, sur l'architecture hexagonale. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire avec la clean architecture? Pardon. C'est un point que j'ai oublié de préciser. La clean architecture avait pour objectif une agrégation de deux autres designs. Un premier qui date de 92, qui s'appelle Use Case Driven Design, qui a été fait par un des fondateurs de l'UML, et l'hexagonal architecture ou Parts and Adapters.
Les principes, c'est les mêmes. Il y a un peu de branding, mais le concept, c'est le même. C'est des abstractions très très fortes entre le domaine et l'infrastructure. Après, la petite nuance, c'est sur toute cette couche de... Il n'y a pas forcément de terme use case dans Hexagonal Architecture. Et la notion de use case request et use case response n'est pas forcément présente, mais le principe, c'est le même, à peu de choses près. D'accord, merci. Maintenant, Hexagonal Architecture est même un peu plus populaire, un peu plus médiatisé. Et Alistair Cockburn, qui a fait l'Hexagonal Architecture, avait donné une conférence d'ailleurs l'an dernier à Paris. Voilà. Bonjour. Bonjour. À côté. Du coup, vous disiez avoir eu du mal à trouver du code qui... Plus près. Ok, pardon. Ah oui, effectivement. Du coup, vous disiez avoir eu du mal à trouver du code qui était déjà écrit en clean architecture. Maintenant que vous avez fait un gros travail, j'imagine, de débroussaillage, est-ce que vous allez livrer à la communauté quelque chose qui permet de bootstrapper des choses? J'ai un repo qui doit être mis à jour, parce que je pense qu'il est encore dans une version assez lointaine de Symfony sur un peu tous ces designs-là. Donc lui, il est open source sur mon GitHub, Romain Kuzniak. Ce qu'on va mettre aussi en œuvre, c'est que le gros problème, c'est la plomberie. C'est-à-dire que là, c'est intéressant, vous ne voyez pas les couches d'infrastructure, mais parce qu'on est obligé de gérer des proxys pour tout ce qui est contexte transactionnel, les événements, le cache. Et ça, c'est des choses où souvent, c'est de la ligne technique qu'on met et on le fait en annotation. Donc, on a développé un bundle qui n'est pas encore trop clean pour pouvoir le mettre open source. Mais je pense que quand on va le mettre open source, ça sera intéressant qu'on fasse une présentation sur ce bundle-là. Ce qui est compatible aussi avec Domain Driven Design. C'est assez cool parce qu'en fait, juste en mettant add transactional au-dessus d'une méthode, ça rend un contexte transactionnel. Ça utilise pleinement l'injecteur de dépendance. Et ça, c'est un frein à l'adoption de la clean architecture ou même du Domain Driven Design. On se rend compte qu'il n'y a pas d'outils adaptés encore pour ça. Merci en tout cas. Merci. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous auriez un exemple de ce que ces grandes abstractions vous ont permis de faire, comme un changement de base, de framework Ce qui se passait, c'est qu'on utilisait dans notre moteur de recherche, on utilisait Elasticsearch à un moment. Donc on avait un use case qui était d'indexation, c'était je me trompe, pardon. C'était un use case plutôt de recherche côté back-end pour pouvoir accéder plus facilement à des cours. Et après, Algolia est sorti, et Algolia, c'est un outil formidable. Et donc, on a voulu aller sur Algolia. Et donc, en fait, pour vous donner concrètement, ce qui se passe, c'est qu'on avait une interface qui s'appelait Course Gateway. C'était des cours chez Open Classrooms. On avait plusieurs implémentations de Course Gateway. On en avait une doctrine qui allait en base de données récupérée, avec une requête à base de highlight, mais on ne l'utilisait plus. Une autre implémentation qui était basée sur Elasticsearch. Donc l'injecteur de dépendance, là, c'est juste magique. Et quand on est passé sur Algolia, comme tout le domaine dépendait d'une interface, on avait deux classes à recréer, c'est-à-dire l'objet, l'entité cours issue d'Algolia, enfin l'implémentation de l'entité cours, et justement le repository Algolia. Donc je pense que ça a pris, je ne sais plus qui a travaillé ici dessus, mais ça a pris quelque chose comme une demi-journée ou une journée pour faire ce changement-là. Merci. Merci. D'autres exemples aussi, c'est qu'à un moment, on avait une petite architecture microservice qui utilisait des API internes. Et pareil, le fait qu'on dépendait d'une interface, on a pu remettre ça sur directement la base de données. Et là, encore plus rapide, parce qu'il fallait juste écrire un repository doctrine. Donc, il y avait 4 méthodes à implémenter. Il faut faire les requêtes SQL. Et tout le reste de l'application, il ne bouge pas. Voilà. Moi, j'ai une question. Je suis à ta droite, ici. Alors, merci pour la conf. Donc, d'un point de vue développeur, parce que je pense ici, il n'y a que des devs, peut-être 2-3 boulangers, je ne sais pas. Et juste une question, en fait, la courbe, tu disais que c'est une courbe d'apprentissage qui était complexe, en fait. Est-ce que vous avez mis des outils, enfin, il n'y a pas beaucoup d'exemples de code. Enfin, pour un dev, vers où aller pour arriver à atteindre l'objectif, en fait, de passer sur la clean architecture, en fait. Qu'est-ce qui a été difficile et éprouvant pour les devs? Alors,
il y a deux aspects. Il y a le premier aspect, c'est un moment, il faut que quelqu'un comprenne la clean architecture dans l'équipe. Et ça, c'est compliqué parce qu'il y a très peu d'exemples de code. Et même les exemples qui sont apparus ne sont pas forcément très bons. Il y a des bouquins. Mine de rien, le domaine driven design, il y a quand même beaucoup de ressemblances sur certaines choses. Et dans le livre d'Eric Evans, il a fait tout un repo qui s'appelle Cargo, qui est sur une application de tracking de cargo, qui donne de bonnes bases. Donc, je vous dirais pour l'instant, c'est pas forcément pertinent, tant qu'il n'y a pas plus de code, d'aller sur la clean architecture où vous avez quelqu'un qui l'a pratiqué. Nous, en interne, on a des gens ici qui sont dessus, enfin tout le monde est dessus. Déjà, le pair programming, c'est essentiel. Et la courbe, elle est entre 3 et 6 mois quand même. Ok. Par contre, ce qui est marrant, c'est que c'est compliqué, mais en fait, c'est plus simple. C'est compliqué dans notre tête de développeur d'essayer de changer de paradigme, mais une fois qu'on comprend qu'il y a beaucoup d'abstractions, la gestion d'un use case, finalement, c'est plus simple. La grosse difficulté, mais ça, c'est dans le développement en général, c'est où sont les responsabilités. Les vraies questions, c'est est-ce que c'est une règle métier ou une règle applicative? Où est-ce que je mets ça? Est-ce que si je le mets au mauvais endroit, je peux me retrouver bloqué? Ouais. Moi, ce qui ferait peur, en fait, c'est d'aller trop loin et de vouloir trop découper, en fait, et d'impacter ton temps de dev. C'est ça qui me ferait peur, parce qu'il n'y a pas de retour d'expérience. Ouais. Tu vois. Actuellement, c'est risqué de passer en clean architecture, clairement, parce qu'il y a beaucoup de temps de dev. On travaille sur autre chose, mais c'est un peu plus compliqué. C'est qu'on s'est rendu compte que toutes ces abstractions avaient des points communs. Donc là, on est en train de mettre en place un générateur de use case qui permet de générer toutes les classes d'abstraction où il n'y aura plus qu'à coder les règles métiers, mais c'est un peu compliqué à faire quand même. Il faut le partager après, alors. Mais bien sûr, Ok, cool. bien sûr. Merci. Merci.